Kunbanwa, âmes en quête de connexion authentique. Je m'appelle Naomi, et depuis cet espace serein, où la lumière de la lune filtre à travers les branches d'un vieux pin et dessine des ombres éphémères sur le papier de riz, je vous souhaite la bienvenue à Encanto Minimalista. Aujourd'hui, je voudrais que nous nous aventurions ensemble dans un domaine du cœur, que nous négligeons ou interprétons souvent mal dans notre quête incessante de la perfection, nos relations humaines. Cette simple leçon sur le wabi-sabi, la beauté de l'imparfait, de l'éphémère et de l'inachevé, m'est restée à jamais, et j'ai découvert que son application au monde complexe de nos relations humaines est profondément libératrice et transformatrice. Dans notre culture contemporaine, souvent influencée par les images idéalisées véhiculées par les médias et les réseaux sociaux, nous avons tendance à rechercher une sorte de perfection inatteignable dans nos relations. Nous attendons de nos amis, de nos partenaires et de nos proches qu'ils soient toujours compréhensifs, infaillibles, qu'ils répondent à nos attentes à la lettre. Et, plus exigeants encore, nous nous imposons le fardeau d'être parfaits pour les autres. Cette quête de l'impeccable nous conduit à la frustration, à la déception constante, et nous empêche d'apprécier la beauté authentique et la richesse qui résident précisément dans l'humanité imparfaite de ceux qui nous entourent et de nous-mêmes. Le minimalisme japonais, dans son aspect le plus philosophique, nous invite à simplifier non seulement nos espaces, mais aussi nos attentes, et à trouver la paix et la joie dans l'acceptation de la réalité telle qu'elle est estimated. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions et pistes inspirées de l'esprit wabi-sabi, afin d'apprendre à déchiffrer ce code de beauté imparfaite dans nos relations et ainsi cultiver des relations plus authentiques, plus compatissantes et plus durables. L'une des premières et des plus fondamentales des leçons que le wabi-sabi nous offre pour nos relations est l'acceptation radicale de l'imperfection, tant chez les autres que chez nous-mêmes. Tout comme un bol en céramique fait à la main ne sera jamais parfaitement symétrique et que son charme réside précisément dans ses irrégularités qui révèlent la main de l'artisan, chaque être humain est un mélange unique de lumière et d'ombre, de force et de faiblesse, de vertu et de défaut. Prétendre que quelqu'un est parfait ou que nous le sommes nous-mêmes, c'est nier l'essence même de la condition humaine. Le wabi-sabi nous invite à regarder au-delà des apparences, à trouver la beauté, non pas dans l'absence de défauts, mais dans l'authenticité d'un être complet, avec ses cicatrices et ses particularités. Cette acceptation ne signifie pas une résignation face à des comportements nuisibles, mais une reconnaissance compatissante du fait que nous sommes tous dans un processus d'apprentissage et de croissance. Je pense à Isabelle, une graphiste talentueuse de Mexico, qui a lutté pendant des années avec sa relation avec sa mère. Sa mère, bien qu'aimante à sa manière, avait un caractère fort et souvent critique, ce qui générait des frictions constantes et une profonde douleur chez Isabelle. Elle aspirait à une mère parfaite, comme celle qu'elle voyait dans les films, une mère qui la comprendrait toujours et la soutiendrait inconditionnellement. Cette attente non satisfaite la maintenait dans un état de frustration et de ressentiment. Au cours de nos conversations, nous avons exploré l'idée d'appliquer le wabi-sabi à cette relation. Je lui ai suggéré d'essayer de voir sa mère, non pas comme la mère idéalisée qu'elle n'était pas, mais comme la femme imparfaite qu'elle était, avec sa propre histoire, ses propres blessures et ses propres limites. D'essayer de trouver, parmi les fissures de son caractère, les éclats d'amour et d'attention qui, bien qu'exprimés maladroitement, étaient également présents. Ce n'était pas un processus facile ni rapide, il a fallu beaucoup de patience et d'autocompassion, mais petit à petit, en abandonnant son exigence de perfection, Isabelle a commencé à ressentir un soulagement inattendu. Elle a pu accepter sa mère telle qu'elle était, avec ses défauts, et ce faisant, paradoxalement, leur relation a commencé à s'améliorer. Elles ont trouvé une nouvelle façon de se connecter, plus réelle et moins conflictuelle, basée sur l'acceptation mutuelle de leurs imperfections respectives. Je vous invite à réfléchir à vos propres relations. Y a-t-il quelqu'un que vous jugez trop sévèrement parce qu'il ne répond pas à vos attentes en matière de perfection? Pouvez-vous trouver la beauté dans son humanité tout entière, même avec ses défauts? Cette acceptation de l'imperfection nous amène naturellement à valoriser l'authenticité plutôt que l'apparence,
encourageant la vulnérabilité comme un pont vers une connexion authentique. Dans une société qui nous pousse souvent à projeter une image de réussite, de bonheur et de contrôle constant, être authentique, se montrer tel que l'on est avec ses doutes, ses peurs et ses fragilités, peut sembler risqué. Cependant, le wabi-sabi nous enseigne que c'est précisément dans cette vulnérabilité que réside la véritable beauté et la possibilité d'une connexion profonde et significative. Un objet wabi-sabi ne prétend pas être ce qu'il n'est pas. Son honnêteté matérielle, avec ses marques d'usage et sa patine du temps, est ce qui lui confère son charme. De la même manière, lorsque nous osons nous montrer vulnérables dans nos relations, lorsque nous partageons nos émotions et nos expériences réelles sans masque ni prétention, nous invitons les autres à faire de même, créant ainsi un espace de confiance et d'intimité où des liens peuvent se tisser. J'ai rencontré Andrés, un jeune avocat de Buenos Aires qui, malgré ses nombreuses connaissances et sa vie sociale active, se sentait profondément seul. Dans ses interactions, il essayait toujours de montrer son meilleur visage, d'être drôle, intelligent, brillant, en cachant soigneusement tout signe de faiblesse ou d'insécurité. Il craignait que si les autres voyaient son vrai moi, avec ses imperfections, ils le rejetteraient. Ce jeu constant le laissait épuisé et déconnecté. Je lui ai parlé de la façon dont le wabi-sabi valorise l'authenticité brute plutôt que la perfection artificielle. Je l'ai encouragé à commencer, à petite dose et avec des personnes de confiance, à partager un peu plus de son monde intérieur, ses préoccupations, ses rêves, voire ses erreurs. Au début, cette idée l'effrayait. Mais un jour, il a osé confier à un ami proche une difficulté qu'il traversait au travail. À sa grande surprise, non seulement son ami ne l'a pas jugé, mais il lui a fait part d'une expérience similaire et lui a offert son soutien. Ce petit acte de vulnérabilité a ouvert la porte à une connexion beaucoup plus profonde et significative qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'était comme si on m'avait enlevé une armure très lourde, Naomi, m'a-t-il dit. J'ai découvert qu'être authentique, même avec mes défauts, ne m'éloigne pas des autres, mais me rapproche d'eux d'une manière beaucoup plus réelle. L'authenticité est un aimant pour les relations véritables. Vous autorisez-vous à être vulnérable dans vos relations importantes? Créez-vous un espace sûr pour que les autres puissent aussi l'être avec vous? Un autre aspect essentiel du code wabi-sabi appliqué aux relations est l'appréciation de l'impermanence et de la nature changeante des liens en embrassant chaque étape avec gratitude. Rien dans la nature ni dans la vie humaine n'est statique. Tout est en constante évolution et transformation. Les relations, tout comme les objets wabi-sabi, qui portent les traces du temps, évoluent, changent, se renforcent parfois, s'affaiblissent parfois, prennent parfois fin. S'accrocher à une idée fixe de ce que devrait être une relation ou de ce qu'elle était dans le passé ne fait que nous causer de la souffrance. Le wabi-sabi, avec son lien profond avec la philosophie bouddhiste de l'impermanence, Mujo, nous invite à accepter ce flux naturel, à apprécier chaque moment et chaque étape d'une relation pour ce qu'elle est, sans essayer d'arrêter le temps ou de forcer les choses à être différentes. Cela ne signifie pas la passivité, mais une acceptation active et une volonté de s'adapter et de trouver la beauté à chaque étape du cycle. Je pense à Clara, une femme de Madrid dont l'amitié de longue date avec sa meilleure amie avait commencé à s'éloigner en raison de changements dans leur vie personnelle. L'une s'était mariée et avait déménagé dans une autre ville, tandis que l'autre était restée célibataire et concentrée sur sa carrière. Clara se sentait triste et pleine de ressentiment, s'accrochant aux souvenirs de la complicité et de la proximité qu'elles avaient autrefois, et regrettant que les choses ne soient plus comme avant. Cette résistance au changement l'empêchait de profiter de la nouvelle forme que pouvait prendre leur amitié, peut-être moins fréquente dans les contacts quotidiens, mais pas nécessairement moins profonde. Je lui ai suggéré de considérer leur amitié à travers le prisme du wabi-sabi, d'apprécier la beauté de ceux qui avaient été, d'accepter le caractère éphémère de cette période particulière et de s'ouvrir à la découverte de la beauté de la nouvelle phase avec ses propres nuances et possibilités. Peut-être que les conversations seraient désormais moins fréquentes, mais plus intentionnelles,
peut-être que les rencontres seraient plus espacées, mais plus appréciées. En lâchant prise sur le besoin que l'amitié reste identique à ce qu'elle était par le passé, Clara a pu renouer avec son amie dans un esprit d'acceptation et d'appréciation du présent, trouvant une nouvelle profondeur dans leur lien, adaptée à leurs nouvelles circonstances. Y a-t-il une relation dans votre vie où vous vous accrochez au passé, vous empêchant d'apprécier sa forme actuelle? Pouvez-vous trouver la beauté dans son évolution, même si elle est différente de ce que vous attendiez? Le wabi-sabi nous enseigne également l'importance de la simplicité et de la modestie dans nos interactions, en valorisant les petits gestes sincères plutôt que les grandes démonstrations ou les attentes élaborées. Dans un monde qui valorise souvent le grandiose, le spectaculaire et le compliqué, le wabi-sabi nous rappelle la beauté profonde et le pouvoir de la simplicité, de l'humilité et de la franchise. Un mot gentil, dit au bon moment, une écoute attentive et sans jugement, un petit service rendu avec le cœur peuvent avoir un impact bien plus grand sur une relation que des cadeaux coûteux ou des déclarations élaborées, mais dépourvues de véritables connexions émotionnelles. La simplicité dans les relations ne signifie pas la superficialité, mais l'élimination du superflu, des masques et des jeux de pouvoir afin d'atteindre l'essence même de la rencontre humaine. David, un jeune entrepreneur de Lima, au Pérou, ressentait une énorme pression pour impressionner sa petite amie et ses amis. Il organisait des dîners coûteux, achetait des cadeaux chers, essayait d'être toujours à la pointe des dernières tendances. Cependant, malgré ses efforts, il avait le sentiment que ses relations manquaient de chaleur et de profondeur authentique. En discutant du wabi-sabi et de son appréciation de la beauté de la simplicité, il a commencé à remettre en question ce besoin d'ostentation. Il a décidé d'essayer une approche différente. Au lieu de se concentrer sur les grands gestes, il a commencé à prêter davantage attention aux petits détails. Une note manuscrite pour son partenaire, un appel inattendu à un ami juste pour prendre de ses nouvelles, proposer son aide à un voisin pour une tâche simple. Elle a découvert avec étonnement que ces gestes simples et sincères suscitaient une réponse beaucoup plus chaleureuse et une connexion plus authentique que tous ses efforts précédents pour impressionner. C'est comme si, en simplifiant, j'avais trouvé la véritable essence de la connexion, Naomi, m'a-t-elle dit. Je ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit, juste d'être présent et authentique. Dans vos propres relations, vous concentrez-vous peut-être trop sur l'extérieur, sur ce qui est compliqué? Pourriez-vous simplifier vos interactions en recherchant la beauté et la puissance dans les petits gestes sincères qui viennent du cœur? Enfin, le code Wabi-Sabi nous invite à cultiver la patience et la compassion, tant envers les autres qu'envers nous-mêmes, en reconnaissant que les relations, tout comme les objets qui vieillissent avec grâce, ont besoin de temps et d'attention pour mûrir et révéler leur véritable beauté. Dans une culture de l'instantanéité, où nous attendons des résultats rapides et des solutions instantanées, nous manquons souvent de la patience nécessaire pour naviguer entre les défis et les complexités inhérents à toute relation humaine significative. Nous voulons que les problèmes soient résolus immédiatement, que les blessures guérissent instantanément, que les gens changent selon nos désirs. Le wabi-sabi, cependant, nous rappelle que la croissance et la transformation sont des processus organiques, lents et souvent subtils. Un bol à thé n'acquiert pas sa patine et son caractère du jour au lendemain. C'est le résultat d'années d'utilisation, de soins, de petits accidents et de réparations. De la même manière, les relations profondes et résilientes se construisent avec le temps, grâce à la patience dans les moments difficiles, à la compassion face aux erreurs et aux faiblesses, et à un engagement constant à prendre soin les uns des autres. J'ai rencontré Martha et Luis, un couple de Barcelone qui étaient ensemble depuis de nombreuses années et qui traversaient une crise. Ils avaient accumulé des ressentiments, la communication était devenue difficile et ils se sentaient tous deux distants et déçus. Ils envisageaient de se séparer, estimant que leur relation était brisée et irréparable.
Je leur ai parlé du kintsugi, cet art qui non seulement répare ce qui est cassé, mais l'embellit, faisant des cicatrices un témoignage de résilience. Je leur ai suggéré, avant de prendre une décision définitive, d'essayer d'appliquer cette philosophie à leurs relations, de considérer leurs fissures non pas comme une fin, mais comme une occasion de reconstruire quelque chose de nouveau, peut-être plus fort et plus conscient. Qu'ils s'arment de patience, qu'ils cherchent une aide professionnelle si nécessaire, et qu'ils essaient de s'écouter mutuellement avec une compassion renouvelée, en se rappelant l'amour qui les avait unis. Ce fut un processus ardu, semé d'embûches, mais en s'engageant à réparer leur lien avec l'or de la patience, de la communication honnête et de la compassion, ils ont découvert que leur relation pouvait non seulement être sauvée, mais aussi se transformer en quelque chose d'encore plus profond et significatif, enrichi par le fait d'avoir surmonté la crise. Nos cicatrices font désormais partie de notre histoire, Naomi, m'a dit Martha quelque temps plus tard. Elle nous rappelle que l'amour véritable n'est pas parfait, mais qu'il est incroyablement résistant si on en prend soin avec patience. Êtes-vous prêt à investir du temps, de la patience et de la compassion dans vos relations importantes, en particulier lorsqu'elles traversent des moments difficiles? Mes chers amis, le code Wabi-Sabi, appliqué à nos relations humaines, est une invitation à aimer d'une manière plus réelle, plus profonde et plus libératrice. Il nous apprend à nous libérer du fardeau de la perfection inaccessible et à trouver une beauté émouvante dans l'authenticité de l'imperfection, tant en nous-mêmes que chez ceux que nous aimons. Il nous rappelle que les fissures et les cicatrices ne sont pas des signes d'échec, mais des témoignages de vie, de croissance et de la résilience de l'esprit humain. En embrassant l'imperfection, l'authenticité, l'impermanence, la simplicité et la compassion dans nos liens, nous créons un espace où les relations peuvent respirer, évoluer et s'épanouir d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée lorsque nous étions prisonniers de la quête d'un idéal inexistant. Nous découvrons que la véritable connexion ne réside pas dans l'absence de défauts, mais dans l'acceptation courageuse de notre humanité commune, avec toutes ses lumières et ses ombres. C'est un chemin qui demande du courage, de la patience et une honnêteté profonde, mais la récompense est immense. Des relations plus authentiques, plus significatives et en fin de compte, plus remplies d'une beauté sereine et durable. Comme le dit un ancien proverbe japonais que ma grand-mère Akiko murmurait souvent en contemplant un vieil arbre tordu par le vent dans son jardin, un arbre qui pouvait sembler imparfait aux yeux de beaucoup, mais qui pour elle rayonnait d'une force et d'une beauté incomparables. Kao wa kokoro no kagami nari, ce qui signifie approximativement « le visage est le miroir du cœur ». Que nos relations, en reflétant l'acceptation et la compassion d'un cœur qui a embrassé le wabi-sabi, puissent montrer au monde la beauté rayonnante de l'authenticité. J'espère de tout cœur que ces réflexions sur le code wabi-sabi dans les relations vous ont apporté un nouvel éclairage, une nouvelle perspective pour regarder vos propres liens avec plus de tendresse et de sagesse. Si ces idées ont trouvé un écho au plus profond de vous-même, je vous invite avec beaucoup d'affection à rejoindre notre communauté ici, sur Encanto Minimalista. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces chemins de croissance, d'authenticité et de connexion significative. Et si ce message vous a touché, vous a réconforté ou inspiré, n'hésitez pas à nous offrir un j'aime. Votre soutien nous aide énormément à faire en sorte que ces graines de sagesse atteignent davantage de cœurs qui aspirent peut-être à des relations plus authentiques et plus épanouissantes. Comme toujours, j'aimerais beaucoup lire vos histoires et vos réflexions. Dites-moi en commentaire quel aspect du wabi-sabi vous pourriez appliquer à l'une de vos relations actuelles afin de la cultiver avec plus d'authenticité et de compassion, ou partager une expérience où vous avez trouvé la beauté dans l'imperfection d'un lien. Écrivez « J'aime mes liens imparfaits » si vous vous sentez inspiré à adopter cette approche dans votre vie. Merci infiniment pour votre présence, votre ouverture d'esprit et votre courage d'explorer les profondeurs du cœur humain. Puissiez-vous trouver une immense beauté et une paix profonde dans l'acceptation aimante de toutes les imperfections qui nous rendent merveilleusement humains. Konbanwa, âmes en quête de sens et de sérénité.
Je m'appelle Naomi, et depuis ce petit coin de calme, où le seul bruit qui rompt le silence est le doux murmure du vent caressant les feuilles de l'érable dans mon jardin, je vous souhaite la bienvenue à Encanto Minimalista. Aujourd'hui, j'aimerais que nous explorions ensemble un concept japonais qui résonne profondément avec la quête d'une vie épanouie et pleine de sens, l'ikigai. Mais pas le grand ikigai qui nous est souvent présenté comme un objectif lointain et presque inaccessible, mais ce que j'appelle le ikigai silencieux, cette raison d'être que nous pouvons découvrir et cultiver dans la beauté subtile de nos actes quotidiens, à travers de petits rituels minimalistes qui donnent un sens et de la joie à notre existence. Je me souviens de ma grand-mère Akiko, une femme à la vie simple mais d'une immense richesse intérieure. Elle n'a jamais parlé de grandes ambitions ni de projets transcendants qui changeraient le monde. Pourtant, chaque matin, au réveil, elle accomplissait une série de petits rituels avec une présence et une dévotion qui me touchaient profondément. La façon dont elle préparait le thé, en broyant les feuilles avec un petit moulin en pierre, en chauffant l'eau à la température exacte, en le servant dans sa tasse préférée avec des gestes lents et précis. La façon dont elle s'occupait de son minuscule jardin de bonsaïs, taillant une branche ici, arrosant délicatement là, comme si chaque petit arbre était un univers en soi. Même la façon dont elle balayait le sol en tatami avec un balai en paille, chaque mouvement fluide et conscient. Dans ces actions apparemment banales, je percevais une connexion profonde, une joie sereine, un sens à la vie qui n'avait pas besoin de grands mots pour s'exprimer. Elle trouvait son ikigai non pas dans un avenir lointain, mais dans la texture même de son présent. Dans notre culture moderne, nous sommes nombreux à nous sentir poussés à trouver notre grande raison d'être, cette passion dévorante ou cette mission transcendante qui nous définit et nous comble pleinement. Nous cherchons à l'extérieur, dans de grandes réalisations, dans des carrières réussies, dans la reconnaissance extérieure, et nous nous sentons souvent frustrés, anxieux, voire perdus si nous ne parvenons pas à identifier ce grand ikigai. Nous nous comparons aux autres, nous nous sentons inadéquats si notre vie semble trop ordinaire. Mais si le véritable but, cette source de joie et de sens que nous recherchons tous, ne se trouvait pas au sommet des montagnes, mais dans les vallées sereines de notre vie quotidienne? Et si l'ikigai n'était pas quelque chose à trouver à l'extérieur, mais quelque chose que nous pouvons cultiver à l'intérieur, à travers la pleine conscience, l'intention et l'appréciation des petits grands moments? Le minimalisme japonais, avec son accent sur la simplicité, la conscience et la recherche de la beauté dans l'essentiel, nous offre un merveilleux chemin pour découvrir cet ikigai silencieux. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions et pratiques inspirées de cette philosophie, afin d'apprendre à insuffler à nos journées de petits rituels significatifs qui nous connectent à notre essence et nous révèlent le but qui réside déjà en nous. L'une des premières clés pour découvrir notre ikigai silencieux réside dans la transformation des tâches quotidiennes en rituels conscients, en leur insufflant présence et gratitude. Souvent, nous accomplissons nos activités quotidiennes, préparer le petit déjeuner, s'habiller, nettoyer la maison, aller au travail, en pilote automatique, l'esprit occupé à 1000 choses à la fois, les considérant comme de simples obligations ou des interruptions sur le chemin vers quelque chose de plus important. Pourtant, chacune de ces actions, aussi humble soit-elle, peut devenir une occasion de pleine conscience, de connexion avec nous-mêmes et avec le moment présent, et de découvrir une beauté et un sens que nous ignorions auparavant. Au Japon, la cérémonie du thé, le shado ou voie du thé, est un exemple sublime de la façon dont une activité apparemment simple comme préparer et boire du thé peut être élevée au rang d'art et de pratique spirituelle grâce à une attention méticuleuse à chaque détail, à une présence absolue et à une intention d'harmonie et de respect. Je pense à Laura, une jeune mère et professionnelle de Mexico, qui se sentait constamment submergée par la liste interminable de tâches ménagères et professionnelles. Elle vivait dans un état de stress chronique, avec le sentiment que ses journées étaient une course contre la montre et qu'elle ne profitait de rien. Naomi, j'ai l'impression que ma vie n'est qu'une succession d'obligations, et j'ai perdu ma joie de vivre en cours de route.
m'a-t-elle confié dans un soupir d'épuisement. Je lui ai suggéré, plutôt que d'essayer d'en faire plus ou plus vite, de choisir une ou deux tâches quotidiennes qu'elle trouvait particulièrement fastidieuses et d'essayer de les transformer en petits rituels. Par exemple, la préparation du café le matin. Au lieu de le faire à la hâte tout en consultant son téléphone portable, je lui ai proposé de le faire calmement, en prêtant attention à l'arôme des grains, au bruit de l'eau chaude, à la couleur du liquide lorsqu'il coule dans la tasse. Qu'elle s'assoie pour le boire en silence, en savourant chaque gorgée avant de se plonger dans l'agitation de la journée. Au début, cela lui a semblé être une perte de temps. Mais peu à peu, il a découvert que ces quelques minutes de présence et de plaisir conscient au début de sa journée avaient un effet étonnamment positif sur son humeur et son énergie. C'est comme si ce petit rituel m'ancrait, me donnait un moment de paix avant la tempête, m'a-t-il dit. Et j'ai commencé à appliquer cette même intention à d'autres petites choses, comme plier le linge ou même faire la vaisselle. Je ne les vois plus comme des corvées, mais comme des occasions d'être présente. Je vous invite à choisir une petite tâche quotidienne et à en faire votre rituel personnel. Accomplissez-la en pleine conscience, avec gratitude pour la capacité de la faire, et observez comment votre expérience change. Cette pratique qui consiste à insuffler un rituel et une présence dans le quotidien nous amène naturellement à cultiver une profonde appréciation des petits plaisirs sensoriels, à trouver de la joie dans la beauté subtile que nous ignorons souvent. Notre ikigai silencieux ne se manifeste pas toujours par de grandes extases ou des révélations transcendantales, mais souvent par le parfum délicat d'une fleur, la chaleur du soleil sur notre peau, le goût d'un fruit mûr, la mélodie d'une chanson qui nous touche ou la texture douce d'un tissu. Le minimalisme japonais, avec son esthétique wabi-sabi qui trouve la beauté dans l'imparfait et le simple, nous apprend à aiguiser nos sens et à trouver une profonde satisfaction dans ces expériences sensorielles subtiles que la vie nous offre constamment, si seulement nous sommes prêts à les percevoir. Que pouvez-vous voir, entendre, sentir, goûter ou toucher à cet instant précis qui vous procure une petite étincelle de plaisir ou de gratitude? Ces moments sont de petits fils d'or qui tissent votre ikigai silencieux. Une autre voie fondamentale vers notre ikigai silencieux est le dévouement à une pratique ou à une compétence qui nous absorbe complètement, nous permettant d'expérimenter l'état de flux et la satisfaction de la croissance personnelle, aussi modeste que soit l'activité. L'ikigai n'est pas toujours lié à notre travail rémunéré. Il se trouve souvent dans ces activités que nous pratiquons pour le simple plaisir de les faire, celles où le temps semble s'arrêter et où nous nous sentons complètement immergés et vivants. Il peut s'agir du jardinage, de la cuisine, de la peinture, de l'écriture, de la pratique d'un instrument de musique, d'un sport ou même de l'art de réparer des objets. Au Japon, il existe un profond respect pour le savoir-faire artisanal, le shokunin, cette dédicace de toute une vie à perfectionner un métier, en trouvant un sens profond à la recherche de l'excellence, même dans les tâches les plus humbles. Je pense à Elena, une avocate madrilène très brillante dans sa profession, mais qui se sentait de plus en plus déconnectée d'elle-même et de toute source de joie authentique. Son travail était exigeant et stressant, et elle avait abandonné tous ses loisirs. J'ai rencontré Martin, un comptable de Buenos Aires, un homme méthodique et travailleur, mais qui avait l'impression que sa vie était devenue grise et monotone. Ces journées se passaient entre les chiffres et les feuilles de calcul, et il avait perdu la capacité de s'émerveiller ou de profiter des petites choses. « J'ai l'impression de vivre en noir et blanc, Naomi », m'a-t-il dit avec une mélancolie palpable. Je lui ai proposé de tenir un journal des petits plaisirs sensoriels. Chaque jour, il devait identifier et noter au moins 3 choses qui avaient ravi l'un de ses sens. L'odeur du pain frais en passant devant une boulangerie, la sensation du vent frais sur son visage en sortant du bureau, la couleur intense d'un graffiti sur un mur, le goût de sa tisane préférée. Au début, elle avait du mal à trouver ces choses. Mais à mesure qu'elle entraînait son attention, elle a commencé à découvrir un monde de petites merveilles qui lui échappaient auparavant. « C'est comme si mes sens s'étaient réveillés », m'a-t-elle confié après quelques semaines. « Je trouve désormais de la beauté
et de la joie dans des endroits inattendus. Ma vie continue d'être semée d'embûches, mais elle ne me semble plus aussi morne. J'ai redécouvert les couleurs. Consacrez chaque jour un moment à vous connecter consciemment à vos sens. Elle se souvenait qu'enfant, elle adorait dessiner, mais cela faisait des années qu'elle n'avait pas touché un crayon. Je l'ai encouragée à s'acheter un petit carnet de croquis et des crayons de couleur, et à simplement recommencer à dessiner, sans attente, sans jugement, juste pour le plaisir. Au début, elle se sentait maladroite et autocritique. Mais peu à peu, en se permettant de jouer et d'expérimenter, elle a commencé à redécouvrir cette joie enfantine, cette absorption totale dans l'acte de créer. « C'est mon moment sacré, Naomi », m'a-t-elle dit. « Quand je dessine, j'oublie tout le reste. Je ne le fais pas pour devenir une grande artiste ou pour exposer mes œuvres, je le fais pour moi, parce que cela me fait me sentir vivante, connectée. J'ai trouvé une petite source d'ikigai dans mes crayons de couleur. Y a-t-il une activité que vous aimiez faire et que vous avez abandonnée? Une compétence que vous avez toujours voulu acquérir? Consacrez-lui un peu de temps chaque semaine, ne serait-ce que quelques minutes. Peu importe le résultat, ce qui compte, c'est le processus, la connexion avec vous-même et la joie que cela vous procure. L'ikigai silencieux se nourrit également profondément de nos liens avec les autres, à travers de petits gestes de gentillesse, de service et de contribution qui nous font sentir que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Si l'ikigai a une composante très personnelle, liée à nos passions et à nos talents, il se réalise aussi pleinement lorsque nous le mettons au service des autres, lorsque nous sentons que notre existence a un impact positif, aussi minime soit-il, sur la vie d'autres personnes ou sur notre communauté. Dans la philosophie japonaise, le concept d'omoiyari, qui peut se traduire par considération ou empathie envers les autres, est fondamental. Il ne s'agit pas de grands actes héroïques, mais de ces petites attentions quotidiennes qui renforcent les liens humains et tissent un réseau de soutien et d'entraide. Ricardo, un professeur à la retraite de Lima, au Pérou, se sentait un peu perdu et sans but après avoir quitté le travail de toute sa vie. Même s'il appréciait son temps libre, le sentiment d'être utile et de contribuer lui manquait. Il a commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque de son quartier, aidant les enfants à faire leurs devoirs et leur lisant des histoires. Ce n'était que quelques heures par semaine, mais l'effet sur son moral et son sentiment d'utilité a été énorme. Voir les visages de ces enfants s'illuminer quand je leur lis une histoire ou quand je les aide à comprendre quelque chose qui leur pose problème me remplit d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Naomi, m'a-t-il confié. J'ai découvert que mon ikigai réside désormais dans le fait de partager mon temps et mon expérience avec eux. C'est peu de choses, mais j'ai le sentiment que cela fait une différence. Cherchez dans votre quotidien des occasions de faire de petits gestes de gentillesse, sourire à un inconnu, encourager un collègue, proposer votre aide à un voisin, écouter attentivement un ami qui en a besoin. Ces gestes, apparemment insignifiants, sont les graines de l'ikigai qui peuvent fleurir en un profond sentiment de connexion et de sens. Enfin, pour découvrir et cultiver notre ikigai silencieux, il est essentiel de créer des espaces de calme et de réflexion dans notre vie, des moments pour se déconnecter du bruit extérieur et se connecter à notre voix intérieure. Au milieu de l'agitation et des distractions de la vie moderne, nous perdons souvent le contact avec nous-mêmes, avec nos véritables aspirations, avec ceux qui nous animent et nous donnent de l'énergie. Le minimalisme, en réduisant le désordre physique et mental, nous aide à créer cet espace intérieur nécessaire à l'introspection. Des pratiques telles que la méditation, le zazen, méditation assise zen, ou simplement passer du temps dans la nature en silence peuvent être des outils puissants pour apaiser l'esprit et écouter les murmures de notre ikigai. Ma grand-mère Akiko, malgré sa vie active, trouvait toujours le temps de s'asseoir en silence dans son jardin, simplement pour observer, respirer, être. C'étaient ces moments pour se connecter à son essence profonde. Sofia, une jeune entrepreneuse de Santiago du Chili, débordait d'idées et de projets, mais elle se sentait dispersée et souvent anxieuse, ne sachant pas vraiment où concentrer son énergie. Son esprit était en perpétuelle agitation. Elle a commencé à pratiquer la méditation pendant seulement 10 minutes chaque matin,
en suivant un guide simple sur la respiration. Au début, elle avait du mal à calmer ses pensées, mais avec une pratique régulière, elle a commencé à connaître des moments de calme profond et de clarté intérieure. C'est comme si, dans ce silence, je pouvais entendre une voix plus sage en moi. « Naomi », m'a-t-elle dit, une voix qui me guide vers ce qui compte vraiment, vers ce qui me donne une véritable énergie et de la joie. Je commence à discerner mon propre ikigai, non pas comme une idée abstraite, mais comme une sensation, une direction. Je vous encourage à trouver votre propre façon de cultiver le calme. Cela peut être à travers la méditation, une promenade solitaire dans un parc, l'écriture dans un journal, ou simplement en vous asseyant en silence avec une tasse de thé. C'est souvent dans cet espace de non-action que nous trouvons les réponses les plus profondes. Mes chers amis, le ikigai silencieux n'est pas une destination exotique à atteindre, mais un chemin à parcourir jour après jour, un jardin à cultiver avec amour et attention dans le terrain de notre propre existence quotidienne. Nous n'avons pas besoin de grands exploits ni de transformations radicales pour le trouver. Il réside dans l'intention que nous mettons dans nos actes les plus simples, dans l'appréciation de la beauté éphémère qui nous entoure, dans le dévouement à ceux qui nous absorbent et nous fait nous sentir vivants, dans la gentillesse que nous offrons aux autres et dans le calme qui nous permet d'écouter la sagesse de notre propre cœur. En adoptant le minimalisme non seulement comme une façon d'organiser nos espaces, mais aussi comme une philosophie pour vivre avec plus de conscience et de sens, nous créons un terrain fertile pour que notre ikigai silencieux s'épanouisse. Nous découvrons que la véritable plénitude ne réside pas dans l'accumulation de choses ou d'expériences, mais dans la profondeur de notre connexion avec chaque instant, avec nous-mêmes et avec le monde. Et dans cette connexion, nous trouvons une source inépuisable de joie, de sérénité et un sens à notre vie qui nous accompagne à chaque étape du chemin. Comme le dit un beau proverbe japonais que ma grand-mère Akiko m'a appris et que je garde toujours avec moi, « Ichi go ichi e ». Cela se traduit approximativement par un moment, une rencontre, nous rappelant que chaque instant est unique et irremplaçable et que c'est dans la pleine appréciation de ce présent, avec tous ces petits rituels et ces révélations silencieuses, que nous pouvons trouver l'essence même de notre ikigai. J'espère de tout cœur que ces réflexions sur l'ikigai silencieux vous auront inspiré à rechercher et à cultiver votre propre raison d'être dans la beauté du quotidien. Si ces idées ont fait naître une étincelle en vous, je vous invite avec grand plaisir à rejoindre notre communauté ici sur Encanto Minimalista. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces chemins de sagesse qui nous guident vers une vie plus simple, plus épanouie et pleine de sens. Et si ce message vous a apporté un moment de clarté, une nouvelle perspective ou un élan d'espoir, n'hésitez pas à nous offrir un j'aime. Votre soutien nous aide énormément à faire germer ces graines de sens et de bien-être dans d'autres âmes qui pourraient être en quête d'elles-mêmes. Maintenant, comme toujours, j'aimerais connaître vos réflexions et vos découvertes. Dites-moi en commentaire quel petit rituel quotidien vous apporte un sentiment d'ikigai silencieux ou quelle nouvelle pratique vous êtes prêt à intégrer dans votre vie pour vous connecter plus profondément à votre raison d'être. Chaque objet avait sa place et son utilité. Rien n'était superflu. La lumière naturelle pénétrait à flot à travers les panneaux de papier shoji, créant des jeux d'ombre et de lumière qui changeaient au fil des heures. Les matériaux étaient naturels, bois, bambou, pierre, papier de riz, et procuraient une sensation de chaleur et de connexion avec la terre. Son petit jardin, visible de presque tous les coins de la maison, était une extension de l'espace intérieur, un rappel constant de la beauté sereine de la nature. Ce n'était pas seulement une maison, c'était le reflet de son esprit, un lieu où l'âme pouvait respirer et trouver le repos. Beaucoup d'entre nous, en revanche, vivons dans des maisons qui, loin d'être des havres de paix, sont souvent chaotiques, encombrées et visuellement bruyantes. Nous accumulons des objets sans rime ni raison, les espaces semblent déconnectés et le manque d'harmonie nous procure une sensation subtile mais persistante de stress et d'oppression. Nous aspirons à un foyer qui nous recharge, qui nous inspire, qui soit un véritable sanctuaire personnel,
Mais nous ne savons pas toujours comment y parvenir, surtout si nous vivons dans des espaces réduits ou avec un budget limité. Écrivez « Mon Ikigai dans la simplicité » si vous vous sentez inspiré à embrasser cette voie qui mène à la joie et au sens dans la beauté de chaque jour. Merci infiniment pour votre présence, votre attention et votre courageuse quête d'une vie qui a du sens. Puissiez-vous trouver votre Ikigai à chaque lever du soleil, dans chaque geste d'amour, dans chaque moment de présence sereine. Matane.